Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la production électrique solaire. Et pas uniquement sur la Terre, mais aussi dans l'espace. Comme vous le savez, le réchauffement climatique est de plus en plus présent au niveau de notre Terre et nous voyons des catastrophes survenir tous les jours avec des montées des eaux, des ouragans, etc. Mais vous avez également une remontée spectaculaire de la concentration en dioxyde de carbone à l'intérieur de notre atmosphère en raison des pays émergents mais aussi de la Chine qui utilise toujours de plus en plus d'hydrocarbures et toujours de plus en plus de charbon pour produire son électricité. Bien que les centrales nucléaires soient toujours utilisées, mais que parfois elles ne sont pas suffisamment fiables et surtout, par exemple en France, nous avons découvert des fissures au niveau de certaines tuyauteries, il apparaît de plus en plus important de pouvoir trouver d'autres sources de production énergétique et d'autres solutions pourraient venir par exemple de centrales solaires dans l'espace. Il s'agit en fait d'un rêve relativement ancien, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, quand Isaac Asimov publie Ray Zone, la nouvelle dans laquelle il imagine une centrale solaire spatiale, Peter Glaser sert dans l'armée tchécoslovaque libre avant d'émigrer aux États-Unis en 1948. Il y obtient un doctorat d'ingénierie mécanique à l'université de Columbia. Puis il revient à la NASA, par laquelle il développe les seuls instruments des missions Apollo, encore en fonction sur la Lune aujourd'hui. Car cela fonctionne encore, c'est incroyable, après des décennies de fonctionnement. En 1973, il obtient un brevet pour la conception d'un satellite producteur d'énergie. Et oui, imaginée par la science-fiction, l'usine électrique en orbite pourrait devenir une réalité. Une énergie renouvelable produite dans l'espace, transmise sur Terre, c'est le rêve de la centrale solaire spatiale qui pourrait bientôt devenir une réalité. Ce concept, imaginé donc en 1941 par l'auteur de science-fiction Isaac Asimov et proposé en 1968 par l'ingénieur de la NASA Peter Glaser, fait son retour dans les bureaux d'études des agences spatiales. Qu'est-ce que la science-fiction, si ce n'est que des idées technologiquement réalisables dans un avenir relativement proche, mais pas encore réalisées, s'en amuse le bouillonnant Léopold Soumener, qui est à la tête de l'équipe des concepts avancés de l'Agence spatiale européenne l'ESA. En juillet, l'agence a attribué à Thales Alenia Space la réalisation d'une étude de faisabilité pour son projet Solaris. Je n'ai aucun doute sur le fait que l'humanité en soit capable. Le problème est plutôt de trouver un concept rentable. Deux idées s'affrontent. Soit placer des centrales solaires en orbite, géostationnaire, donc à 36 000 km de la Terre, avec beaucoup de déperdition d'énergie, mais des installations stables et durables. Soit quadriller l'orbite terrestre basse à moins de 2000 km d'altitude, avec des centrales solaires nécessitant un repositionnement régulier sur une orbite et donc avec un système de propulsion. Dans les deux cas, l'idée est d'avoir non pas une, mais plusieurs installations connectées entre elles, sans fil et assurant un transfert permanent d'énergie sur la Terre. Il serait alors possible de distribuer de l'électricité comme on distribue aujourd'hui de la télévision ou de l'Internet, mais concentrée dans un faisceau de micro-ondes. En orbite comme sur la Terre, des antennes de plusieurs centaines de mètres seraient déployées. Nous pouvons donc les intégrer dans les infrastructures existantes comme des parcs éoliens offshore ou d'anciennes mines à ciel ouvert, explique Léopold Summer. La transmission de l'énergie vers la Terre entraînerait une déperdition, et cela est très important puisque ce serait de l'ordre environ de 50 à 80%.
Mais la production électrique de ces centrales solaires spatiales n'est sujette ni à la couverture nuageuse, ni aux saisons, et peut s'affranchir en partie du cycle de jour et de la nuit. La productivité des cellules photovoltaïques, on le sait, au niveau de la centrale qui se trouve dans la Station spatiale internationale, fonctionne jour et nuit, et serait donc ainsi 8 fois supérieure à celle de n'importe quelle installation terrestre, selon une équipe des chercheurs de Caltech, California Institute of Technology, qui a réussi en mars le premier transfert d'énergie de l'espace vers la Terre grâce au démonstrateur Maple. Lorsque l'ESA s'est penchée pour la dernière fois sur ces technologies, au début des années 2000, elle avait conclu que les coûts de lancement étaient rédhibitoires, mais ceux-ci ont drastiquement baissé, pouvant passer maintenant d'environ 10 000 euros le kilo en 2010 à 1 000 euros aujourd'hui. Elon Musk, le patron de SpaceX, estime que l'on descendra à quelques centaines d'euros dans les années à venir. Même à ce prix-là, il sera encore 10 à 100 fois trop cher d'installer des panneaux solaires dans l'espace plutôt que sur Terre, tranche Pierre-Jean Ribeyron, expert au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Pas convaincus par les projets des agences spatiales, ils estiment que ce raisonnement pourrait tenir si l'on avait des problématiques importantes de surface disponible sur la Terre pour installer des centrales solaires. Or, il suffirait de l'équivalent d'un petit carré dans le Sahara pour produire l'ensemble de l'électricité mondiale. Le premier pays qui réussira à mettre en service une centrale solaire spatiale aura un avantage stratégique et économique substantiel, se défend Léopold Sommer, selon lequel le plus avancé aujourd'hui sont les Chinois, qui disposent d'une installation au sol pour tester la transmission d'énergie. Le Japon travaille sur ce sujet depuis des décennies, alors que les pays émergents, dont l'Inde, voient dans l'énergie spatiale un moyen d'émancipation du fossile et d'accélération de la croissance. Quoi qu'il advienne du projet en orbite terrestre, les technologies développées pour l'espace, notamment l'optimisation des cellules photovoltaïques et les circuits de production d'énergie, seront utiles y compris sur la terre ferme, et leur maîtrise est cruciale pour produire l'électricité des futures bases lunaires et martiennes, mais ça c'est une autre histoire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement Jean-Luc Haut.